la situation sécuritaire nationale est calme, elle est sous contrôle. Aujourd'hui. Aujourd'hui. D'accord. Comme nous l'avions dit il y a une année sur ce même plateau, oui, que à la suite des événements du 26 juillet 2023, nous avions décidé de prendre en charge la défense de notre territoire et de notre pays. Bien sûr, cela impliquait de lourdes responsabilités, de lourdes charges sur les personnels du ministère de la Défense d'une manière générale. Et précisément sur les forces armées nigériennes et la gendarmerie nationale qui sont les deux bras armés, si on peut l'appeler ainsi, du ministère de la Défense nationale. Nos compatriotes doivent se rassurer parce que ces forces sont sur le terrain et sont en train d'assurer la mission de défense et de sécurité de notre territoire. Notre vaste territoire, bien sûr. Et nous avons quotidiennement, en permanence, 23 000 hommes sur le terrain. Sur le terrain, quotidiennement. Tous ces personnels qui sont engagés dans différentes opérations nationales que vous suivez régulièrement, des résumés de quelques-unes de leurs actions, parce que ce ne sont que quelques-unes de leurs activités sur le terrain. Et ces opérations nationales, c'est quoi une opération nationale? Parce que c'est important que nos compatriotes comprennent cela. Sur une portion du territoire donné, des hommes et des femmes, des forces de défense et de sécurité sont chargés d'assurer la sécurité dans cet espace. Nous avons des espaces qui sont plus importants que certains territoires qui essaient de nous menacer aujourd'hui. Donc, ces personnels qui assurent cette sécurité sont dans une relative autonomie pour mettre en œuvre tous les moyens mis à leur disposition. Les moyens personnels, les moyens matériels, que ce soit des véhicules, des aéronefs, pour pouvoir faire leur travail. Et je le répète, c'est 23 000 hommes qui sont là, qui font ce travail, en dehors du travail quotidien que la gendarmerie sur les routes, que l'armée fait sur la protection des points sensibles, la protection des sites stratégiques, et comme par exemple le pipeline, qui fait 1265 km pratiquement sur le territoire national. Et tout ça, c'est assuré. Nos compatriotes doivent être rassurés que vraiment tout est mis en œuvre pour que leur tranquillité et leur quiétude soient assurées. Et par rapport à la stratégie? Par rapport à la stratégie, lorsque nous avions pris en main la défense de notre pays, nous devions procéder à une réforme, à une réorganisation de nos dispositifs. Parce que, comme vous savez, la plus grosse erreur, c'est de confier sa sécurité à un autre, particulièrement à un autre pays. Bien sûr, après la reprise en main de notre souveraineté sécuritaire, nous avons d'abord cherché à élaguer tout ce qui pouvait encore entraver la marche de nos systèmes de défense et ensuite mettre en place des moyens, des dispositifs nous permettant d'assurer cette prise en charge. C'est entre autres, nous avions accordé tout à l'heure, j'ai parlé des opérations nationales, une plus grande autonomie. C'est ça. À ces chefs d'état-major, qu'on appelle des chefs d'état-major tactiques, ceux qui sont responsables de ces zones d'opération. Nous avons aussi donné plus de responsabilité à ces différents chefs militaires. Et nous avons ensuite fait un dosage calculé en travaillant avec certains de nos compatriotes qui sont volontaires, qui sont patriotes
pour pouvoir participer à informer, participer à guider nos forces dans certaines zones dont ils sont les mieux placés pour pouvoir les connaître. Toujours à travers le centre intégré de coordination des opérations. À travers le centre intégré de coordination. Et bien sûr, il y avait parlé déjà de cette coordination de l'ensemble de ces forces-là. Il y a eu une décentralisation au niveau des responsabilités, du commandement de ces zones d'opération. Et plus haut, il y a eu une centralisation du commandement de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Et je crois que c'est une avancée très très significative et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir tenir face à toutes les menaces dont on parlera bien sûr. Par rapport toujours à la stratégie, ce que beaucoup de nos compatriotes ou nos concitoyens ne comprennent pas, s'il y a cette stratégie, comment expliquer ces différentes attaques presque au quotidien ou en semaine, parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce que les gens disent que s'il y a réellement cette stratégie, comment on peut expliquer ces différentes attaques presque au quotidien, dans telle localité, comment expliquer ça? Oui, c'est vrai, nos compatriotes se posent beaucoup de questions. Voilà. Aujourd'hui, une attaque à Djoundjou, demain une attaque à Tanda ou bien à Torodi. Les gens se demandent pourquoi, alors que nous avons des forces de défense et de sécurité. Tout à fait. C'est ça. Alors, tout à l'heure, M. Abari a parlé de la superficie de notre territoire. Et l'effectif de nos forces de défense et de sécurité. Et l'enclavement des routes. Souvent, vous voyez deux villages distants de 30 km. Mais pour les joindre, il faut peut-être passer 2 heures ou 3 heures de temps. Bien sûr, vous allez me dire, il y a les moyens aériens qui peuvent aller très vite. Oui. Mais nos compatriotes doivent comprendre que l'armée ou la gendarmerie ou même les autres forces de défense et de sécurité ne peuvent pas être derrière chaque village. À titre indicatif, nous avons à peu près, je crois, si ma mémoire est bonne, quelque chose de 32 000 villages administratifs au Niger. Et ça, c'est à titre indicatif. C'est ça. Sans compter, bien sûr, les groupements nomades qui sont aussi, il y a des campements, il y a des tribus aussi. Mais je parle de villages administratifs, c'est-à-dire qui sont recensés. Et bien sûr, il y a d'autres villages qui ne sont pas recensés comme villages administratifs. Donc, si toutes les attaques dans ces localités, l'armée ou la gendarmerie ou les autres forces de défense, vous imaginez les effectifs que nous devons mobiliser. Au-delà des 20 ans. Et je dois vous dire, il y a à peu près 10 ans, l'effectif des forces de défense et de sécurité total, FAN gendarmerie, ne dépassait pas 20 000. Et par rapport à tout ça, la stratégie a consisté à décentraliser plus d'autonomie et un dosage, parce que il faut faire attention avec les compatriotes, qui sont de bonne volonté, c'est des patriotes, mais malgré tout, il faudrait travailler tout ça pour pouvoir avoir. Donc, responsabilisation des communautés, autonomisation des grands chefs régionaux et centralisation de l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour aller dans le même sens, que ce soit les forces de renseignement, que ce soit les forces de police, que ce soit les forces de sécurité routière, tout le monde puisse travailler ensemble en synergie pour que l'information puisse passer le plus rapidement possible et transmise à ceux qui sont sur le terrain. Monsieur le ministre, récemment en Conseil des ministres, vous avez introduit un texte qui a été adopté permettant de moderniser le commandement, si on peut s'exprimer tel qui a été adopté. Monsieur le ministre, est-ce que c'est un changement de paradigme ou bien c'est un renforcement de la stratégie en cours? Alors, il y avait parlé tout à l'heure d'un dosage
pour que nos populations, pour que nos frères qui ne portent pas cette tenue, puissent aussi participer à la défense nationale. Alors, dans ce cadre, il fallait aussi qu'au niveau central, au niveau du ministère de la Défense nationale, que nous prenions en compte cela. Et parce que ça a toujours été une tradition, le ministère de la Défense nationale, ce ne sont que des militaires. Mais la Défense nationale dépasse ce cadre. Et aussi dans un souci de s'accrocher à l'ère du temps. Parce qu'aujourd'hui, la défense, c'est dans tous les domaines. La cyberdéfense, par exemple, l'utilisation de certains, des drones, etc., etc. Donc, c'est des moyens qui sont multiplicateurs un peu de force à nos armées. Mais ça, nous n'avons pas cela forcément au sein de nos forces. Nous avons des compatriotes civils qui sont des experts dans ces différents domaines et qui peuvent participer à la défense nationale. Donc nous avons ouvert le ministère de la Défense nationale au plus haut niveau, au niveau des directions. Nous avons ouvert cela pour que nos compatriotes, et d'ailleurs à ce niveau, il est important d'informer nos compatriotes que désormais, au niveau du ministère de la Défense nationale, nous faisons de l'industrie de la défense une priorité. Parce que non seulement ça procure des emplois, mais surtout, ça permet de valoriser tout ce que nous avons, tout le travail que nos jeunes sont en train de faire, pouvoir fabriquer des drones, fabriquer des blindés, etc. etc. Tout ça, c'est pris en charge. Et naturellement, de pouvoir aussi, par la suite, ne plus continuer à aller acheter de certains matériels dehors. Donc, vraiment, c'est une innovation, c'est une ouverture, et nous pensons, nous espérons que nos compatriotes qui ont certaines spécialités, qui sont experts dans certains domaines, vont pouvoir nous approcher et pourquoi pas accompagner cette dynamique-là de modernisation. J'aimerais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'autonomie des états-majors tactiques. Est-ce à dire concrètement pour le public aujourd'hui que si l'opération d'Amissa a des renseignements sur une menace, elle peut directement intervenir sans se référer à Niamey? Parce que souvent on dit les ordres, les instructions ont tardé et ça n'a pas permis une réponse rapide. Donc est-ce que cette autonomie va jusqu'à ce point? Je pense qu'il y a souvent des procès d'intention qui sont faits. Et sachez que nous sommes dans une guerre, et dans la sphère informative de cette guerre, tout est utilisé pour discréditer les forces de défense et de sécurité. Il n'a jamais été question qu'un chef d'état-major qui est un grand responsable d'une zone d'opération dise qu'il n'intervient pas parce qu'il n'a pas reçu des instructions de Niamey. C'est pas vrai. C'est un procès d'intention. Mais toujours est-il que cette autonomie dont j'ai parlé tout à l'heure, le chef d'état-major a dans son état-major toutes les forces qui sont représentées, toutes les FDS. Et dans ces forces, c'est bien organisé. Nous avons les forces armées qui ont leur mission, et nous avons les forces de sécurité qui ont aussi leur mission. Alors, donc, c'est une fédération de toutes ces énergies pour pouvoir remplir la mission. Lorsqu'il s'agit de faire une enquête, ça va être naturellement la police ou la gendarmerie. Tout à fait. C'est pas l'armée. Lorsqu'il s'agira d'intercepter des fraudeurs de carburant, des trafiquants de drogue, c'est pas l'armée qui va faire, c'est la douane ou bien c'est... Donc,
dans sa sphère de compétences, le chef d'état-major tactique dispose de tout ce personnel pour pouvoir faire son travail. Il peut arriver, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut arriver que l'information, soit l'information parvienne assez tard, parce que ceux qui font ça, 15-20 minutes leur suffisent pour pouvoir agir, pour pouvoir faire et disparaître. Et s'évanouir dans la nature. J'ai parlé tout à l'heure de l'étendue de notre territoire. 15-20 minutes maximum leur suffisent pour pouvoir commettre leur forfait et dégager. Et lorsque l'information arrive, vous savez, quand on vous dit, parce qu'il faut voir aussi l'organisation et nos compatriotes peut-être ne comprennent pas comment sont organisées les forces. Lorsque l'information arrive, il faut la traiter. Il faut la traiter pour pouvoir et la recouper pour savoir. Et parce que c'est comme vous prenez les sapeurs-pompiers, sur 20 appels, 15 sont des appels, ou bien 10 même, ou 12 sont des appels fantaisistes. Donc il faudrait pouvoir vérifier. Nous n'allons pas déplacer des forces pour aller dans une zone, alors qu'une autre zone est peut-être la zone qui est la plus menacée, qui est sous attaque éventuellement. D'accord. Mais vous perdez d'un côté. Donc ce qui fait que quand les informations arrivent, il faudrait les traiter avant d'agir. Mais il y a des cas où et c'est là où j'ai parlé tout à l'heure de participation dosée de certains de nos compatriotes civils. Nous savons qu'il y a certains, quand ils vous appellent, quand ils vous disent, voilà, nous travaillons avec eux, nous savons que... Mais c'est pas que nous négligeons les autres. C'est ça. Mais il faudrait un minimum de préparation pour pouvoir intervenir. Et là, pour des gens qui agissent dans 15-20 minutes, c'est assez... le temps est assez court. D'accord. Avant peut-être de passer à la prochaine question, quel est l'état d'esprit et le moral de nos FDS après tout ce que vous venez de développer, monsieur tout à l'heure, je vous ai dit que nous avons 23 000 hommes en permanence. Ces hommes et ces femmes qui font ce travail, ils le font, c'est peut-être d'abord pour parce que c'est leur travail, mais ils le font pour leur patrie. Et parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui de donner sa vie, même si c'est pour des millions. Mais eux, ils le font, et jour et nuit, pour la sécurité, pour préserver la dignité des Nigériens. Et donc, en termes de morale, il n'y a pas plus de morale que cela. Le moral, ça doit être plutôt du côté de nos autres compatriotes qui ne sont pas des forces de défense et de sécurité. Ce sont ces compatriotes qui doivent avoir le moral. Mais au niveau des armées, nous faisons notre boulot et nous le faisons bien. Il peut arriver que souvent des situations se présentent, mais le personnel est fortement engagé et déterminé pour faire ce travail-là, pour préserver la sécurité de nos populations et pour défendre nos territoires. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas de problème de morale.